Bonjour à tous et bienvenue à Insider Talks, le podcast de Tevali Partners. Tevali, c'est une société de conseil financier spécialisée dans la transition énergétique. On accompagne nos clients sur des opérations de fusion-acquisition, de financement et de levée de fonds. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Lassagne. Mathieu, tu as fondé The Energy en 2019 pour développer un modèle hybride de solaire et de stockage. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours personnel et professionnel et nous raconter pourquoi cette aventure entrepreneuriale à ce moment-là ? Bonjour Malena. Alors effectivement, ça fait un certain temps que je suis dans le secteur de l'énergie. J'ai eu la chance de commencer il y a plus de 20 ans dans des grands groupes, EDF, puis Engie. Et en 2015, j'ai travaillé pour le compte d'Engie sur le rachat de Solaire Direct, un gros développeur solaire présent en France et à l'international. Et ça m'a permis de découvrir le monde du renouvelable et surtout, après avoir rejoint l'équipe des fondateurs de Solaire Direct après l'acquisition, de découvrir aussi le fonctionnement d'une PME. Jusqu'à présent, j'avais connu des grands groupes uniquement. Voilà, et j'ai eu à la fois un coup de foudre à la fois pour le secteur du renouvelable, pour le fonctionnement de la PME. Et au bout de 4 ans, après avoir travaillé à intégrer Solaire Direct au sein d'Engie, certains des fondateurs de Solaire Direct m'ont proposé de repartir sur une nouvelle aventure différente de celle de Solaire Direct. Voilà, donc j'ai pas du tout un parcours d'entrepreneur dès le départ. Je crois que ce qui fait un entrepreneur, c'est avant tout les rencontres. On dit souvent un entrepreneur. En fait, ce qui est important, en tout cas de mon point de vue, c'est surtout les équipes, c'est surtout les associés, c'est avec qui on crée. Ok, je te propose de commencer par une grande question. Alors depuis quelques mois, on a l'impression d'entendre partout que les énergies renouvelables, ça coûte super cher aux contribuables, qu'il faudrait faire du 100% nucléaire et qu'en gros, en 2027, tout ça, c'est fini. Et donc, je te parle depuis la perspective aussi du jeune professionnel dans l'énergie. On se demande, est-ce que les ENR ont encore un avenir ? Est-ce qu'on devrait aller dans ce secteur ? Alors c'est une bonne question. Moi je suis surpris, j'allais dire effrayé par la rapidité du changement. En quelques mois, les ENR qui étaient finalement un secteur d'avenir, une technologie d'avenir, on parle du solaire, de l'éolien notamment, sont devenus finalement un peu des parias du débat énergétique, accusés par les politiques de coûter très très cher, de défigurer les paysages et j'en passe. Moi, ma conviction, c'est que les énergies renouvelables ont une place dans le mix énergétique français. Je pense qu'il faut un peu regarder ce qui se passe à l'étranger et regarder finalement dans toutes les géographies la manière avec laquelle les énergies renouvelables sont en train de se développer, qu'il y ait des mécanismes de soutien public ou pas. Je pense que l'énorme avantage des énergies renouvelables, c'est leur compétitivité et c'est une compétitivité qui va continuer à s'améliorer. Donc, oui, je pense que le secteur des énergies renouvelables va continuer à se développer de façon exponentielle. Regardons ce qui se passe en Chine, par exemple, et que donc il y a des perspectives. Après, sans doute que le développement ne va pas se faire suivant les mêmes modalités que celui qu'on a connu en France depuis 20 ans. Ça, j'en suis convaincu, mais il y a une perspective pour un jeune professionnel dans le secteur des énergies renouvelables. Chez The Energy, vous contribuez à ce futur du développement des renouvelables, mais vous ne vous définissez pas comme un développeur, vous vous définissez comme une start-up. Pourquoi cette catégorie-là ? Alors c'est une grande question, surtout quand The Energy frôle aujourd'hui les 50 salariés dans l'ensemble de la société. Est-ce qu'on est toujours une start-up ? Au bout de quel chiffre d'affaires, quel montant levé doit-on se définir comme une start-up ? La différence peut-être entre The Energy et un développeur, c'est que une fois qu'on a nos actifs, donc centrale hybride, solaire plus stockage ou stockage standalone qui sont développés, financés, construits, mis en service, c'est là que le travail commence. Pourquoi ? Parce que finalement, on a un actif et que le travail de création de valeur, le travail de gestion de cet actif est au moins aussi important que le travail de développement, de construction, financement, qui est plus finalement la compétence traditionnelle d'un développeur. Voilà, donc Startup, ça dit qu'on essaie de créer un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, il l'est certes d'un point de vue du business plan, mais il est également du point de vue des équipes. On a aujourd'hui au sein d'E Energy des gens qui sont chargés de gérer à l'après mise en service, pas uniquement sur la partie O&M, mais également sur la gestion des revenus. Et donc, quand tu parles d'après mise en service, il y a quelque chose de très innovant, des algorithmes, une gestion très
Alors effectivement, le secteur est en train de se structurer sur ces sujets d'après, et en particulier la question c'est qui fait quoi? Quels sont les acteurs qui interviennent, qui font du trading? Au début, lorsqu'on a créé Zénergie, le modèle c'était vraiment de faire la totalité, c'est-à-dire de développer, de mettre en service et ensuite de faire le trading, la valorisation des actifs hybrides sur les marchés, ce qu'on a fait jusqu'à il y a encore quelques mois. On est convaincu aujourd'hui que c'est peut-être un peu trop, qu'il y a aujourd'hui des acteurs qui sont en train de se développer et de faire finalement cette activité avec une meilleure performance et surtout un moindre coût parce qu'ils ont d'autres clients également. Et donc, on a fait le choix aujourd'hui de sous-traiter la partie de trading temps réel. En revanche, on reste responsable de la contractualisation de ces actifs sur le long terme. Ce sont des actifs qui sont contractés mais avec des optionnalités et donc on est responsable de la gestion de ces optionnalités, mais plutôt en temps froid et pas en temps chaud, pas en temps réel comme on le faisait jusqu'à présent. Lorsqu'on parle de trading, on ne peut pas ne pas parler de prix négatifs. Ça a été un bouleversement sur le marché de l'énergie. Toi, tu as qualifié le stockage d'assurance vie du solaire. Donc ma question là, c'est est-ce qu'il y restera quand même une place dans ce monde d'après pour le solaire standalone? Alors nous, notre conviction quand on a créé Zénergie, et c'est la raison pour laquelle finalement on a créé ce modèle hybride, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le solaire a un immense avenir parce que les prix vont continuer à baisser. Le solaire, c'est fondamentalement la technologie du silicium qui équipe toute l'électronique qui nous entoure et qui va continuer à s'améliorer parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement sur ces sujets-là. Donc les prix vont continuer à baisser, ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, même si c'en est une, c'est que plus de solaire, ça veut dire plus de production quand il y a du soleil, et c'est là où ça commence à poser problème, c'est que la demande aujourd'hui ne s'ajustant pas totalement, en partie mais pas totalement, au signal prix. Quand il y a beaucoup de production solaire, la demande n'est pas là et les prix baissent, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc nous, c'est pas une surprise, c'est la raison pour laquelle on a développé ce modèle hybride. Et on pense que plus le solaire va se développer et plus il va occuper une place importante dans le mix énergétique, plus il va y avoir besoin de finalement l'interface entre la production solaire et la consommation. Et nous, notre conviction, c'est que le stockage est l'interface entre la production solaire et la consommation. Donc, ce que l'on développe, c'est un modèle hybride solaire, stockage, colocalisé, qui joue ce rôle d'interface, c'est-à-dire qu'on a créé un actif, une nouvelle classe d'actifs, qui permet de faire correspondre production et consommation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour le solaire traditionnel. On ne va pas aller équiper chaque toiture, chaque centrale solaire existante d'un système de stockage. En revanche, il faudra peut-être que ces centrales existantes soient combinées avec un stockage standalone de manière à assurer finalement la gestion à l'échelle du portefeuille entre de la production solaire et la consommation. C'est ça aujourd'hui l'enjeu, et c'est un enjeu pas uniquement pour les développeurs de stockage, mais aussi pour les producteurs solaires. S'ils veulent continuer à avoir un chiffre d'affaires qui se maintienne, qui ne soit pas impacté par les prix négatifs et la cannibalisation, il va falloir trouver une solution, et nous, on est convaincus que le stockage est cette solution. Donc peut-être avant de te poser une question plutôt sur la technologie des batteries, si on reste sur la technologie du solaire, est-ce que ce futur du solaire en Europe va se faire avec des panneaux chinois ou est-ce qu'on peut espérer qu'il se fasse avec des panneaux européens? Alors ça, c'est une grande question. Je pense que derrière cette question, il y a aussi la question de l'indépendance énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit une indépendance énergétique. Finalement, quand on développe de la production renouvelable, c'est s'affranchir de la production de pétrole, de charbon, qui sont généralement importés en Europe ou importés pour une très grande part. Mais à la place, on importe des panneaux solaires chinois. Il faut savoir que malgré tout, les industriels chinois, les entreprises chinoises du secteur solaire ont aujourd'hui une immense avance en termes technologiques et en termes d'industrialisation. Donc le savoir-faire aujourd'hui, il est en Chine. Premier élément. Donc on ne va pas pouvoir créer quelque chose comme ça et rattraper des années d'avance, tant sur l'industrialisation que sur la technologie. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quel prix on est prêt à payer pour cela.
Moi, je suis assez surpris et assez triste d'observer ce qui est en train de se passer sur le véhicule électrique. En France, on avait décidé d'investir dans des gigafactories en Europe. La batterie, c'est un peu le nouveau solaire. Donc, finalement, on dit aujourd'hui, on a raté le virage du solaire construit en Europe. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le virage du stockage? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces gigafactories qui sont en train d'être mises en service en Europe dans la douleur. On leur dit, finalement, la fin des véhicules thermiques, ce ne sera pas 2035, ça va être je ne sais pas quand. Bon. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas faire des investissements massifs pour de la production européenne et ensuite changer de direction et dire, finalement, ces investissements massifs ne vont pas être rentabilisés, ne vont pas être utilisés. Donc, je pense que la première question, c'est une question politique. Quelle volonté on a de réimplanter de la production de modules solaires en Europe? Bien sûr, et comment on poursuit cette volonté sur différents mandats, potentiellement avec différents responsables politiques. Et lorsque l'on dit stockage, on parle de quoi concrètement? Est-ce que tu parles spécifiquement de batteries lithium-ion? Est-ce que tu parles d'autres types de stockage? Alors nous, sur le stockage, on est, comme on dit en bon français, technologie agnostique. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est le coût post-financement, le LCOS. Voilà, pour notre usage. Notre usage, c'est de charger de la production solaire en journée et de les décharger le soir et la nuit. Et de recommencer ça tous les jours. Aujourd'hui, quand on regarde la compétitivité des différentes technologies de stockage pour cet usage, la plus compétitive, et répondant finalement aux besoins de localisation sur un site solaire, c'est la technologie lithium-ion. C'est une technologie qui évolue très rapidement, là aussi parce qu'il y a des investissements dans la recherche et l'industrialisation liés à la production de véhicules électriques. Mais ça ne résout qu'une partie du problème. Aujourd'hui, c'est très adapté au déplacement d'énergie de la journée vers la soirée. Un cycle par jour, tous les jours de l'année. Maintenant, si on veut stocker de l'énergie à l'échelle de la semaine, par exemple stocker le week-end pour utiliser pendant la semaine, voire à l'échelle du mois, voire à l'échelle de la saison, et on en aura besoin demain si on veut aller vers un monde qui soit beaucoup plus électrifié à partir d'énergies renouvelables, il faudra trouver d'autres technologies. Aujourd'hui, j'ai peu de visibilité et peu d'avis sur quelles sont les technologies qui vont émerger sur ces nouveaux usages. En tout cas, aujourd'hui, le lithium-ion a une grande place sur ce stockage à l'échelle de la journée. Et même sans savoir qu'est-ce qui pourrait gagner de la place par la suite, il existe quoi comme autre technologie de stockage? Alors aujourd'hui, il existe, pour faire simple, des technologies plutôt liées au poids, que ce soit par exemple les steppes où on monte de l'eau, il y a des technologies avec des blocs de béton donc liés à la gravité, il y a des technologies chimiques, redox flow, qui sont relativement adaptées parce qu'elles permettent de stocker de gros volumes, et puis il y a l'hydrogène qui se positionne aussi sur ce modèle de stockage à l'échelle plus longue. Le problème de l'hydrogène, pour ne citer que lui aujourd'hui, c'est une question de coût, c'est-à-dire que quand on regarde finalement l'efficience globale du cycle, entre électricité, transformation en hydrogène et puis retransformation en électricité, on a une efficience qui est relativement faible et donc un stockage qui n'est pas très compétitif. À voir comment vont évoluer les efficacités économiques de ces différentes technologies. Donc on attend des innovations technologiques pour que tout ça soit viable. On attend que le besoin soit là et les innovations technologiques vont être finalement matures au moment où le besoin sera là. Votre proposition innovante avec Xenergy, c'est notamment d'avoir des hybridations virtuelles. Donc, contrairement à une hybridation classique où l'actif solaire et la batterie seraient placés sur le même site, ici, on a des sites qui sont séparés, parfois, j'imagine, assez éloignés. Est-ce que tu pourrais expliquer comment ça marche exactement? L'idée, c'est de dire finalement qu'on a deux classes d'actifs qui ont aujourd'hui un peu chacune leurs problèmes. Le solaire, on en parlait, son problème, c'est la cannibalisation, les prix négatifs étant une partie de la cannibalisation, mais c'est fondamentalement le fait que la valeur de la production solaire à ISO prix de marché est en train de baisser parce qu'il y a de plus en plus de solaire. Voilà. Le problème du stockage aujourd'hui, c'est que dans la plupart des géographies européennes, il est merchant. On n'arrive pas à sécuriser ses revenus sur le long terme. Si maintenant on combine les problèmes de ces deux actifs et qu'on dit qu'on va utiliser le stockage pour déplacer
de la production de la journée pour la positionner le soir où elle est beaucoup mieux valorisée, ben, on résout finalement chacun des problèmes. Donc on peut le faire en les colocalisant. C'est ce qui nous semble, nous, le plus intéressant. Et c'est pour ça que sur tous les nouveaux actifs, on est convaincu qu'il faut aller et qu'on va aller à des solutions de colocalisation. En revanche, le modèle d'hybride virtuel a tout son sens, soit quand les bénéfices de la colocalisation sont relativement faibles. Aujourd'hui, c'est le cas en Italie. En Italie, il n'y a pas vraiment d'incentive, il n'y a pas vraiment d'intérêt à colocaliser le stockage et la production PV. Dans ce cas-là, on peut regarder l'hybridation à l'échelle d'un portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on gère le stockage en fonction de la production PV. Je pense que la principale différence par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, où le stockage est valorisé essentiellement sur les marchés de services système, c'est finalement de gérer le stockage dans une logique énergie et dans une logique de déplacement de la production PV. Donc tu dis qu'en Italie, par exemple, il n'y a pas vraiment d'incitation à avoir de la colocalisation sur un même site. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi les encouragements, par exemple, sur le marché français à avoir de la colocalisation sur le même... Alors, les intérêts en France à avoir de colocalisation sur un même site, en tout cas dans la manière dont on le pratique nous, c'est que premièrement, on réduit la capacité de raccordement. Quand j'ai une centrale PV de 10 MW crête, qu'aujourd'hui, en fonction du ratio ACDC en France, on est autour de 8 MW de capacité de réseau de raccordement. Nous, ce que l'on fait aujourd'hui sur les actifs Zienergie qui sont en opération, c'est avoir un stockage qui est autour de 5-6 MW. Donc, en réduisant la capacité de raccordement. Mécaniquement, on a une réduction de la quote-part S3ENR, qui est un terme que tous les développeurs français connaissent bien et redoutent, parce que malheureusement, elle est en train d'augmenter un peu dans toutes les géographies. Et puis, en fonction des projets, on a aussi des effets de seuil, c'est-à-dire qu'en passant de 8 à 5 ou 6, on change de solution de raccordement. Voire on a de la capacité alors qu'à 8, il n'y en avait pas. Et ça, il peut y avoir aussi des gains. Donc ça, c'est la première catégorie. Sur le premier actif qu'on a mis en service, Maine2 sur Cher, on a divisé le coût du raccordement de la centrale par 2 en rajoutant du stockage. Voilà, c'est significatif. Le deuxième bénéfice est plus au niveau des OPEX. Déjà l'IFER, qui est assis sur la capacité de raccordement. Donc si je baisse ma capacité de raccordement, je baisse aussi mon IFER, même si l'IFER a été baissé, l'intérêt est un peu moindre. Et puis je diminue aussi le TURP par rapport à un stockage qui serait standalone. Pourquoi? Parce que quand je produis de l'électricité à partir de ma centrale PV et que je charge, je ne transite pas par le réseau. Donc là où un stockage standalone chargerait du réseau et paierait le TURP. Dans notre cas, nous, on ne paie pas de TURP et donc c'est le deuxième type d'économie sur les OPEX. Et donc cet enjeu réseau et point de connexion en particulier, il est aussi important dans les cas de repowering solaire. C'est quelque chose dont tu parles également. Alors, exactement. Les deux problèmes qu'on essaie de résoudre, c'est premièrement le problème de la cannibalisation et deuxièmement la disponibilité et le coût du réseau. On observe, tout le monde l'a déjà vu, que les coûts de raccordement sont de plus en plus élevés. Pourquoi? Parce que les centrales sont de plus en plus loin des points de raccordement, parce que la quote-part S3ENR augmente, etc., etc. Donc, et voire dans certains cas, on a des projets dans le centre de la France qui n'avaient pas de capacité de raccordement avant 5-6 ans. Donc ça, c'est un peu la situation aujourd'hui à laquelle on est confronté. En réduisant la capacité de raccordement de la centrale, comme je l'expliquais, on est finalement capable de raccorder plus de projets PV à moindre coût. Donc c'est aussi une des solutions et l'un des intérêts de l'hybride. Maintenant, si on parle de repowering, le repowering dans le cas du solaire, donc je parle d'une centrale solaire qui a 20 ans, si je la repower, ça veut dire que je vais augmenter de façon significative sa puissance. En augmentant sa puissance, soit je demande un nouveau raccordement parce que la centrale se va plus grande, soit j'utilise le raccordement existant, mais dans ce cas-là, il devient trop petit. Et donc finalement, l'hybride a aussi tout son sens parce que ça permet de faire passer plus d'énergie dans un tuyau dont la taille reste inchangée. Donc si on sort maintenant de la technologie, on va plutôt vers la monétisation, les revenus. Vous avez récemment accueilli Alexandre Sorocco en tant que directeur général de Zienergie. Alexandre est reconnu pour son expertise dans les corporate PPA. Est-ce que cela traduit une conviction stratégique quant au fait que le marché européen va évoluer pour sortir de la dépendance au CFD et qu'il va aller vers davantage de contrats privés? Alors, moi, ma conviction, effectivement, c'est qu'il y a
plus assez d'argent public en Europe pour tout financer, qu'on ne peut pas à la fois demander une accélération du développement du renouvelable dans un contexte où il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc oui, il va falloir aller vers des modèles privés. Et dans le même temps, le modèle privé historique, le PPA, Pay as Produce, est en train de perdre son attrait, à la fois parce que les prix d'énergie baissent, mais aussi parce qu'il fait prendre aux industriels certains risques qui ne sont plus prêts à accepter. Donc il va falloir construire finalement de nouveaux modèles de contractualisation. On appelle ça PPA hybride, on appelle ça combinaison de production d'énergie et de flexibilité. En tout cas, il y a un champ immense d'éducation, de conviction. Mais c'est la voie, il suffit de regarder ce qui se passe dans des géographies dans lesquelles il y a eu beaucoup de développement solaire et maintenant beaucoup de développement stockage, que ce soit les US, que ce soit l'Australie, pour voir que oui, ces PPA hybrides ont leur place, et effectivement Alexandre, compte tenu de sa compétence, va contribuer et va porter ce défi qui est devant nous. Et toi, et puis vous, chez The Energy, comment est-ce que vous voyez le PPA de demain ? Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, le PPA est un peu dans une phase intermédiaire. Je pense qu'aujourd'hui, on complexifie beaucoup les choses en combinant l'énergie, l'énergie physique et la partie financière. Voilà, je pense que même si aujourd'hui en Europe continentale, les PPA, ou en tout cas dans les géographies dans lesquelles l'énergie est présente, Italie, France, Allemagne, le PPA financier est relativement peu répandu. Je pense que c'est l'évolution naturelle. Ma conviction, c'est que le fournisseur va petit à petit reprendre la totalité des responsabilités sur la livraison physique et que le PPA va plutôt se positionner sur la partie financière. Voilà, et c'est une éducation à faire encore une fois parce que aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, il va falloir résoudre et convaincre de manière à ce que cette évolution se fasse. Je pense qu'aujourd'hui, on a des PPA qui sont très longs, très compliqués à signer, avec des coûts de mise en œuvre très élevés. C'est un des freins aujourd'hui au développement de ce marché. Si on évolue vers des PPA financiers avec un rôle du fournisseur uniquement cantonné à la partie fourniture physique, à mon avis, ça devrait être de nature à simplifier les choses. Tu me disais d'ailleurs que ça devrait marcher un peu comme un contrat de swap ? Alors oui, effectivement, les financiers, c'est une image qui parle bien aux financiers. Quand on a un financement à taux variable, on prend un swap de manière à fixer le taux. Je pense que voilà, par analogie, le PPA pourrait être le swap qui permet de convertir et de fixer le prix de l'énergie qui lui est variable. D'accord, merci beaucoup Mathieu. J'ai une dernière question. Qui est-ce qu'on devrait inviter pour un prochain épisode de ce podcast ? Alors, je pense que, compte tenu finalement de tous les défis qui sont devant nous, de tous les changements auxquels le secteur va faire face, je pense que tous les gens qui ont un peu un raisonnement disruptif, soit parce qu'ils ont la vue sur les modèles étrangers, soit parce qu'ils ont créé des sociétés avec des modèles nouveaux, peuvent être intéressants. Et donc, c'est un peu, à mon avis, l'angle sur lequel je recommanderais d'aller. Je pense que les start-upers, les gens qui créent des modèles nouveaux, sont une source de réflexion et de fraîcheur très intéressant pour l'ensemble du secteur. Et tu aurais un nom à nous proposer ? J'avais cité Storio, Eclipse, en tout cas qui ont une brique stockage. Donc ce sont des gens avec lesquels j'échange régulièrement, mais je pense qu'ils apportent une certaine fraîcheur et une énergie qui est la bienvenue. Bien, on leur ferons parvenir une invitation. Merci beaucoup Mathieu et merci à nos auditeurs. Merci Malena.